Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour avoir des photos plus nettes. Il t'est déjà arrivé de faire de superbes clichés et une fois arrivé à la maison, tu décharges tes photos et là tu te rends compte qu'il y en a certaines qui sont floues et tu sais pas pourquoi. Et ben je vais te donner 10 conseils pour éviter ça. Mon premier conseil, c'est le mode de focus. Dans la plupart des situations, le mode de focus ponctuel fera très bien le travail, mais il peut avoir ses limites. Si tu veux prendre des sujets en mouvement, l'idéal pour moi, c'est de passer en mode de focus continu. La différence, c'est que le mode de focus ponctuel va en fait faire sa mise au point, et une fois qu'elle sera faite, il n'aura plus rien à faire, alors que le mode continu, lui, va constamment en fait recalculer son focus pour savoir s'il est bien en focus, et s'il ne l'est plus, le recalculer. Sur un sujet fixe, en gros, il va faire un peu comme un ponctuel, c'est-à-dire qu'il va faire sa mise au point et logiquement, ça ne devrait plus bouger, même si lui, il va continuer en fait constamment à vérifier s'il est bon, alors que sur un sujet en mouvement, il va en fait constamment recalculer son focus pour que ce sujet soit toujours net. Mon deuxième conseil, ça va être la zone de focus qui vient un petit peu plus compléter le premier. Choisir ta zone de focus est très importante. De base, ton appareil photo est réglé en fait pour faire ta mise au point sur la zone la plus large possible et il va décider lui-même où la faire. Pour avoir plus de contrôle, on peut passer en zone, en centre ou alors en spot flexible. Mon conseil pour contrôler au mieux ton focus, ça va être de passer en spot flexible. Si ton appareil dispose d'un joystick par exemple, tu vas pouvoir venir en fait le déplacer avec ce joystick, ou alors s'il y a un écran tactile, tu vas pouvoir venir en fait appuyer sur ton écran pour décider où le focus va se faire. Il y a une dernière possibilité qui marche super bien avec le focus continu, c'est ce que personnellement j'utilise tout le temps, c'est en fait le spot flexible avec verrouillage de l'autofocus. En fait, ça va te permettre de faire ton focus sur le sujet que tu veux et ensuite en fait l'appareil va verrouiller ton sujet, c'est-à-dire que il peut se déplacer n'importe où dans l'écran, le point de focus va rester sur ce sujet, donc tu vas pouvoir même toi déplacer ton appareil pour te recadrer ou alors justement si ton sujet se déplace et tu vas pouvoir en fait shooter autant que tu veux, normalement le focus va rester constamment sur ton sujet. Alors par contre j'utilise ce système avec un bouton dédié à l'arrière pour le focus parce que sinon l'autofocus continue tout le temps, c'est un petit peu vite la galère je trouve. En fait là je l'utilise avec un bouton de focus à l'arrière, c'est-à-dire que du coup mon appareil en fait c'est comme s'il était en focus manuel, finalement il se passe rien et c'est quand j'appuie sur ce bouton qui va lui faire la mise au point, donc tant que je reste appuyé en fait le focus continue et le verrouillage va continuer de fonctionner, mais à partir du moment où je lâche, en fait le focus va rester où il était et ne plus bouger. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser le focus manuel. Parce que oui, il y a des moments en fait où ton appareil va pas forcément toujours faire le focus où tu as envie. Des fois, ça va galérer un petit peu, ou alors il va pas toujours être précis vraiment pile poil sur le point que tu as envie de mettre si tu es avec une grande ouverture. Et bah là, je pense que l'idéal en fait, c'est de passer en mode manuel et de faire toi-même ta mise au point. Chose à savoir également, il y a certains objectifs où en fait la distance de focus minimale est différente en autofocus et en manuel, parce que parfois il y a des autofocus qui sont pas capables en fait de faire la mise au point plus proche, mais par contre en manuel il est possible de le faire tout de même. Mon quatrième conseil va être les aides au focus. Si tu fais ton focus en mode manuel, je trouve personnellement que dans l'œilleton ou sur l'écran, dû à la petite taille en fait des écrans, il est parfois compliqué de voir avec précision où est la zone de netteté. Il existe en fait des outils qui vont t'aider à faire cette mise au point. Le premier, c'est le focus picking, c'est en fait une surbrillance qui va venir t'indiquer où est faite ta mise au point. Le deuxième, c'est la focus map, c'est un système un petit peu plus récent qu'on trouve par exemple sur la 7 IV, qui en fait là n'est pas seulement une surbrillance mais plutôt une coloration en fait dans l'image. C'est-à-dire que la partie qui est nette dans l'image en fait apparaîtra normale, et ensuite tout ce qui est en fait à l'avant-plan devant la zone de netteté sera d'une certaine couleur, et tout ce qui est à l'arrière-plan, donc qui est derrière la zone de netteté, sera d'une autre couleur. Comme ça t'aide un petit peu plus, principalement en vidéo d'ailleurs, pour savoir exactement où est ton focus et pour du coup pouvoir l'adapter en fonction. Et le troisième outil, c'est tout simplement la loupe. Il y a certains appareils qui proposent en fait de zoomer dans l'image quand tu es en focus manuel. Et ben moi c'est ce que je fais de temps en temps quand je suis dans l'œilleton par exemple et que j'ai un petit peu de mal à voir, et ben je mets un petit coup de loupe, ça zoome. Des fois on peut même zoomer 2 fois d'ailleurs dans l'image. Comme ça, si vraiment tu as un point précis où tu veux mettre ta mise au point, et ben tu zoomes dessus. Alors certes, ce sera très pixelisé parce que des fois c'est des gros zooms, mais au moins tu as vraiment beaucoup plus de précision dans ta mise au point. Mon cinquième conseil, c'est l'ouverture. Alors tu vas me dire oui, c'est logique, mais en fait il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent pas toujours à ça et qui mettent par exemple leur ouverture en fait au maximum, mais il faut bien penser à avoir toujours l'ouverture adaptée à ta situation pour avoir la bonne profondeur de champ adaptée.
Si tu prends du paysage, pense à fermer un peu plus ton diaphragme pour avoir une grande profondeur de champ, mais sans aller dans l'excès. Et si tu veux prendre du portrait, pense à ouvrir bien ton diaphragme pour détacher ton sujet du reste, mais encore une fois à ne pas forcément aller toujours dans l'excès parce qu'il y a certains objectifs qui ouvrent beaucoup et parfois en fait ça crée des zones de flou à des endroits qu'on n'a pas forcément envie d'avoir parce que ta profondeur de champ est vraiment très petite. Mon 6e conseil, ça va être d'utiliser les modes de détection des yeux ou des visages. Sur la plupart des boîtiers récents, il y a des aides au focus vraiment très pratiques pour prendre des sujets, que ce soit humain ou animal. Il y a maintenant les détections des visages, des yeux, et il y a aussi les détections des animaux et même des oiseaux sur certains boîtiers haut de gamme. Il y a donc tout simplement juste à activer la fonction, le boîtier lui va tout seul détecter le sujet et il n'y aura plus qu'à déclencher. Mon 7e conseil, c'est en fait la stabilisation de ton boîtier et aussi de ton objectif. La plupart des boîtiers actuels, hormis peut-être les boîtiers entrée de gamme, sont maintenant pourvus en fait d'une stabilisation au niveau du capteur de l'appareil photo. Pense donc bien à activer cette stabilisation dès que tu n'es pas sur trépied. Il y a aussi des objectifs qui ont une stabilisation interne. Si tu as le choix entre un stabilisé et un non stabilisé, ça peut être un petit plus de prendre un stabilisé, surtout si tu fais de la vidéo. Mon 8e conseil, ça va être toi d'être bien stable au moment où tu déclenches ta photo. Alors effectivement, c'est logique, plus tu vas bouger au moment du déclenchement, et moins ta photo a de chance d'être nette. Alors fais donc attention à 2 choses. La première, c'est la prise en main de ton boîtier. Essaie de vraiment trouver une position où en fait c'est tes bras et tes mains qui vont stabiliser l'appareil. Parce que si tu es par exemple accroupi et que tu es vraiment, on va dire, d'un seul bloc, et ben en fait tous les mouvements de ton corps vont se répercuter sur ton appareil, en fait, sur ton image. Alors que si vraiment tu détaches tes bras de ton corps, il y a juste tes bras en fait qui vont stabiliser ton appareil. Et tu verras que ça change vraiment, il y a vraiment une différence en fait au niveau de la stabilisation. Et le 2e conseil, en fait, ça va être ta respiration. T'as déjà, je pense, vu dans des films ou dans des reportages sur, par exemple, des tireurs d'élite ou des soldats, eh ben, on peut voir que généralement, ils prennent une bonne respiration et ensuite, ils expulsent l'air en fait de leurs poumons et c'est à ce moment-là qu'ils tirent. Là, c'est la même chose. Tu prends une bonne inspiration, ensuite, tu vas vraiment souffler ton air tranquillement et c'est le moment où tu auras en fait fini ton expiration que là, tu vas déclencher parce que c'est à ce moment-là que tu seras le plus stable. Mon 9e conseil va être ton mode de déclenchement, parce que oui, ton mode de déclenchement peut en fait faire varier la netteté de ton image. Il existe en fait 3 types de déclenchement. Il y a le déclenchement mécanique, donc le plus basique, ensuite il y a le déclenchement électronique, et il y en a un 3e qui est une version hybride entre les deux, c'est en fait le déclenchement avec le premier rideau électronique. Alors si tu dois prendre un sujet en mouvement, l'idéal ça va être le déclencheur mécanique, parce qu'en fait tu vas avoir avec l'obturateur électronique un effet de rolling shutter. Si tu dois faire une prise avec une pause un peu plus longue sur un trépied par exemple, là l'idéal ça va être d'utiliser en fait soit le premier rideau électronique ou soit l'obturateur complètement électronique parce qu'en fait l'obturateur mécanique peut créer un petit mouvement qui va du coup créer du flou au niveau de ton capteur. Pour des vitesses plus normales, là les 3 modes de déclenchement feront très bien le travail, alors après ils auront chacun quelques petites spécificités. Alors attention cependant, l'obturateur mécanique, du fait qu'il soit justement mécanique, a ses limites, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser certaines vitesses parce qu'en fait du coup il y a vraiment une contrainte physique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus vite que ce qu'il peut faire en fait physiquement. D'ailleurs les très hautes vitesses sont sur la plupart des appareils indisponibles en mécanique, il faut obligatoirement passer en obturateur électronique. Il y a certains boîtiers qui te permettent d'aller un petit peu plus loin, mais là attention parce qu'on peut avoir une petite baisse de qualité dans l'image. Si tu veux passer à des vitesses vraiment très élevées, là tu vas être obligé de passer en obturateur électronique, mais là tu peux vraiment le faire de façon, on va dire, optimale que sur des appareils très haut de gamme, parce que c'est les seuls appareils où il y a vraiment peu de rolling shutter, sinon sur les autres en fait ce sera vraiment inutilisable. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur les différents types d'obturateurs, je t'invite à aller voir la chaîne de Damien Bernal, où il a vraiment fait une série de vidéos complètes sur ce sujet et c'est vraiment très bien expliqué. Alors le 10e et dernier conseil, qui est le plus logique mais peut-être aussi le plus sous-estimé, c'est en fait la vitesse d'obturation. Alors oui, tu vas me dire c'est celui qui est le plus logique, mais c'est peut-être aussi celui qui est le moins bien maîtrisé. L'idéal c'est de vraiment bien adapter sa vitesse à la situation. Si par exemple tu prends quelqu'un en portrait, là l'idéal ça va être de ne pas descendre sous les 125e de seconde pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger. Pour les mouvements disons moyens, là tu ne descendras pas sous le 250e de seconde, et pour les mouvements un peu plus rapides, là tu ne descendras pas sous le 500e, voire même sous le 1000e de seconde. De même que pour des pauses plus lentes, il faut bien penser à mettre ton appareil sur trépied, ou alors dans des vitesses, on va dire lentes, mais qui restent quand même assez proches des vitesses normales, vraiment soit toi rester bien stable, ou alors si tu peux de temps en temps aussi utiliser par exemple, je sais pas, un sac ou alors quelque chose du décor pour venir poser ton appareil dessus pour éviter le plus de mouvements possible. Et enfin, dernière chose sur la vitesse, c'est bien adapter sa vitesse aussi en fonction de ton objectif.
Alors il y a une règle où je t'ai déjà parlé qui permet en fait d'être sûr de ne pas avoir de flou de bouger, c'est de ne jamais descendre à une vitesse inférieure à la focale utilisée. Par exemple, si tu utilises un 200 mm, tu ne descendras pas sous le 2 centièmes de seconde. Donc tu peux aller au 300 ou au 5 centièmes de seconde si tu veux, mais évite d'aller au 150e par exemple ou au centième de seconde, parce que là tu risques d'avoir du flou de bouger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux les mettre en commentaire et je répondrai au plus vite. Et bien entendu, si tu as d'autres conseils à rajouter, eh bien, je t'invite également à les mettre en commentaire. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Et des fois, ça peut... Qui ouvre. Putain, il a sorti son tracteur... Putain. T'as demandé s'ils le font pas exprès. C'est le moment où où j'appuie sur le bouton REC. Qu'ils sont là. Priez, pauvre fou.